Au début de cette histoire, nous rencontrons un garçon loser nommé Suiguin. Et il ne le sait pas encore, mais il possède des pouvoirs surnaturels qui font de lui le plus fort du monde. En ce moment, il est en mission pour sauver la planète, et il est entouré de millions de zombies et de monstres qui veulent l'attaquer. Cependant, lorsque les monstres se précipitent vers lui, Suiguin active un pouvoir élémentaire, bizarrement puissant, puis il court vers les ennemis et commence à les vaincre avec aisance. Mais la vérité est que Suiguin n'a pas toujours été aussi puissant. Au début, Suiguin n'était qu'un sale, rejeté et solitaire garçon orphelin qui étudiait dans une école d'élite construite sur un ancien cimetière. Il croyait que sa vie n'aurait jamais d'importance, tout comme de nombreuses autres personnes oubliées. Mais tout a commencé à changer lorsqu'il a découvert que ce prince égyptien qui était un escroc, qui envoyait des emails demandant de l'argent en échange de fausses promesses, était en réalité son grand-père. Ce mystérieux grand-père lui a laissé un héritage de 10 milliards de yens à dépenser en jeux en ligne. Ouais, c'est le genre de chance qui n'arrivera jamais à moi ou à toi. Mais Suiguin est le personnage principal, donc il a cette chance. Quoi qu'il en soit, Suiguin étudie dans une académie privée appelée Shimiu où il vivait dans le dortoir des garçons. Ses parents étaient sortis acheter du lait et n'étaient jamais revenus. Ce qui l'a forcé à grandir seul, en enchaînant les petits boulots pour survivre. Il passait la plupart de son temps à travailler et était harcelé à cause de son addiction au jeu. Un matin d'été, alors qu'il travaillait comme maître nageur et jouait à des jeux vidéo en même temps, un groupe de brutes s'est approché de lui et lui a demandé s'il avait vu une fille aux cheveux roses. Suiguin a dit qu'il ne savait rien, et les garçons lui ont dit d'être plus prudent dans son travail. Il a répondu qu'il ne savait même pas nager et qu'il était juste là pour nettoyer la piscine. Un des intimidateurs a jeté son chat, Wankoi, dans l'eau et lui a dit de nettoyer. Sans réfléchir à deux fois, Suiguin a sauté dans la piscine pour sauver le chat, mais a fini par se noyer avec lui. Quand il a ouvert les yeux, il était allongé à côté de la piscine, et a vu son ami Rancho l'attendre pour qu'il se réveille. Suiguin a demandé s'il était celui qui l'avait sauvé, mais Rancho a répondu que quand il est arrivé, Suiguin avait déjà été sauvé. Celui qui l'avait sauvé était une fille nommée Rikari. Ri était la fille unique du vice-président de Godgraph Tech, l'une des les plus grandes entreprises de technologie et de jeux du pays. Elle était la plus jolie, la plus intelligente et la plus riche, fille de l'école, toujours entourée d'admirateurs. Alors que Rancho expliquait cela, il tenait sa petite amie dans ses bras, fier de lui. Suiguin se souvint alors de ce qu'il avait vu avant de s'évanouir. Il avait été embrassé par une fille aux cheveux roses, et il était tout gêné en s'en souvenant. Un certain temps plus tard, alors qu'il travaillait comme agent de sécurité, Suiguin tomba sur un couple en train de s'embrasser dans le cimetière à côté du campus. Il essaya de s'approcher d'eux et finit par les effrayer tous les deux. Triste d'avoir encore une fois manqué une expérience romantique, il nettoya les lieux et s'assit près d'un lampadaire avec son équipement de jeu improvisé, volant de l'électricité pour jouer toute la nuit. Le jeu auquel il jouait s'appelait Dungeon Century, considéré comme difficile et coûteux, mais Suiguin en était complètement accro. Y jouant chaque nuit depuis sa sortie. Il avait déjà dépassé le niveau requis pour finir le jeu et contrôlait un personnage de niveau 180 nommé Gwyn, qui combattait en ne portant qu'un gilet, une écharpe, un sous-vêtement et un casque ridicule. Même avec cette apparence, il était une légende urbaine dans le jeu. En réalité, il n'était qu'un pauvre gamer accro, qui n'avait pas l'argent pour s'acheter un meilleur équipement. Après avoir vaincu l'un des boss les plus puissants du jeu, il est parti explorer un nouveau donjon et a entendu une fille crier en fuyant un monstre. Elle a essayé d'utiliser la magie de l'eau contre la créature, mais cela n'a pas fonctionné. Suiguin est alors passé à l'action, utilisant ses attaques de glace et a facilement vaincu le monstre. La fille, qui avait les cheveux roses, s'est présentée sous le nom de Ray, une joueuse de niveau 11, et lui a demandé qui il était. Avant qu'il ne puisse répondre, son ordinateur s'est éteint à cause d'un problème de câblage. Lorsqu'il leva les yeux, il vit que le poteau dont il volait l'électricité était défectueux. Il essaya de le réparer, mais finit par se laisser distraire quand il vit la même fille ouvrir la fenêtre du dortoir des filles. Alors qu'il la regardait, son collègue Maki pensa qu'il était un espion et lui lança un coussin, le faisant tomber. Le lendemain, en nettoyant des fenêtres dans le cadre de un autre travail, il virait jouer à un jeu sur son ordinateur portable. En regardant l'écran, il réalisa qu'elle était la même joueuse qu'il avait aidée la nuit précédente. Pour la première fois, une vraie fille était son amie dans le jeu. Rancho a remarqué le regard de Suiguin et lui a dit que tomber amoureux était normal. Mais que Ray était à un autre niveau et que il devait être réaliste quant à ses attentes. Plus tard, de retour au dortoir, Suiguin a reçu une demande d'amie de Ray dans le jeu et était ravi. Au cours des mois suivants, les deux ont joué ensemble et sont devenus de proches amis. Un jour, elle lui a demandé à quoi il ressemblait dans la vraie vie, et Suiguin a été attristé par la pensée qu'ils pourraient ne jamais être amis en dehors du jeu.
Il travaillait tout le temps, était pauvre et n'avait pas de famille. Alors qu'elle venait d'un milieu complètement différent. Dans le monde, il souhaitait que ses jours durent pour toujours. Mais tout a changé lorsqu'une notification est apparue, annonçant que le jeu Dungeon Century allait être fermé. Suiguin était dévasté et a passé la journée à errer sans but dans l'école. Se sentant comme si sa vie était finie. Sans le jeu, il perdrait son seul lien avec Ray et redeviendrait un garçon solitaire. Pendant ce temps, le vice-président de Godgrave Tech a livré une boîte mystérieuse à sa fille Ri, lui demandant de la garder en sécurité. Il a dit que c'était juste une précaution, car un nouveau jeu allait bientôt être sorti, un jeu qui allait changer le monde. Il a également commenté qu'elle semblait triste d'avoir trouvé quelqu'un qu'elle aimait dans le jeu. Et elle a rougi. Cette nuit-là, Ri s'est connectée au jeu une dernière fois et a attendu que Suiguin apparaisse. Assise dans la taverne, elle a entendu parler d'un objet caché appelé la fleur de chanson nocturne, qui pouvait exaucer n'importe quel vœu. Certains joueurs ont plaisanté en disant qu'il pourrait peut-être empêcher les développeurs de fermer les serveurs s'ils trouvaient l'objet caché, mais ils ont rapidement ri de cette idée. Peu de temps après, Suiguin court à son poste et se connecte au jeu pour retrouver Ri. Elle lui dit qu'il ne reste plus qu'une semaine avant la fermeture des serveurs et que elle veut passer autant de temps que possible à explorer le monde du jeu avec lui. Suiguin pense, essayant de se tromper lui-même, qu'à ses yeux, il n'est qu'un ami en ligne, parmi tant d'autres des jeux auxquels elle joue. Il sent qu'une fois le jeu terminé, il ne pourra jamais la voir de cette façon à nouveau, et cela le rend triste. Ils marchent ensemble et parlent du jeu. Avant de partir, Ri mentionne la fleur de la chanson nocturne et dit qu'elle veut la trouver à tout prix avant la fin du jeu. Suiguin, même avec le cœur lourd, promet de l'aider à trouver la fleur avant la fin. Pendant ce temps, GGT a annoncé le lancement de son nouveau jeu en ligne appelé Gravebuster. Dans ce jeu, les joueurs seront des pilleurs de tombes à la recherche de trésors cachés à travers différents niveaux. Pour augmenter l'engagement des joueurs, le jeu proposera un système dans lequel la puissance financière déterminera aussi la force dans le jeu. En d'autres termes, celui qui a le plus d'argent dans la vraie vie sera aussi le plus fort dans le jeu. Tous les joueurs qui s'inscriront au nouveau jeu recevront une console exclusive appelée Seabay, spécialement conçue pour faire tourner Gravebuster. Ainsi, la semaine passe et le jour du grand événement final de Dungeon Century arrive. Ri se connecte au jeu et attend que Gwyn arrive pour l'aider à trouver la fleur. Mais le temps passe, et il ne se montre pas. Pendant ce temps, Suiguin passe toute la journée à faire des petits boulots et à s'enliser dans la tristesse. Ailleurs, le vieux Yuki regarde la fin du jeu dans son bureau. Alors qu'il se prépare à sortir son chef-d'œuvre, Gamebuster. Les anciens joueurs pourront transférer des objets et de la monnaie vers le nouveau jeu, ce qui leur donnera un avantage. Mais Yuki espère toujours que quelqu'un trouvera l'objet caché avant l'arrêt du service. Ri marche à travers un champ rempli de fleurs chantantes, et commence à chercher l'objet seul. Soudain, un joueur au look monstrueux perd le contrôle et commence à attaquer d'autres joueurs, volant tout leur équipement. Il atteint le champ où se trouve Ri et l'attaque aussi. Elle essaie de riposter, mais l'avatar de l'ennemi se transforme en un monstre tentaculaire, et la situation devient très dangereuse. Pendant ce temps, Suiguin est retardé par un petit accident, mais réussit finalement à s'asseoir devant l'ordinateur et à se connecter. Il se rend à la taverne à la recherche de Ri, mais trouve l'endroit détruit. Dans un message enregistré, il apprend qu'elle est partie seule à la recherche de la fleur. Suiguin traverse la ville en ruine jusqu'à ce qu'il atteigne le champ et trouve Ri allongée sur le sol, avec tout son équipement détruit. Il la tient dans ses bras et, les larmes aux yeux, écoute alors qu'elle s'excuse de ne pas avoir pu trouver la fleur, même si elle tient une version cassée dans ses mains. Alors que les larmes de Suiguin tombent sur la fleur, elle commence à briller et s'épanouit devant eux deux. Ils regardent le miracle avec émerveillement, mais ensuite le monstre à tentacules apparaît à nouveau et transperce la poitrine de Ri. La tuant, Suiguin tombe au sol avec la fleur dans ses mains, juste au moment où les serveurs s'éteignent et que le jeu se termine. Ailleurs, une femme aux cheveux roux entre au siège de GGT et se rend au bureau de Yuki. Elle s'assoit à son bureau et pointe une arme sur sa tête, disant que même s'il est son collègue, elle regrette d'avoir à faire cela. Yuki lui demande si elle fait semblant d'être une voleuse et dit que c'est une terrible idée. Il lui demande si c'était l'idée du président Ling, car cela semble être le genre de plan peu créatif qu'il aurait. La femme lui demande s'il va lui dire comment ouvrir la tombe, et il répond qu'il n'aiderait jamais des voleurs comme elle. Elle l'appelle alors par son nom, le reconnaît comme le dernier gardien des tombées. Le remercie pour ses services avant de tirer. Le lendemain matin, Suiguin se dirige vers l'école sur son vélo cassé et voit Wonkoi courir dans le brouillard. Quand il appelle le chat, il voit Ri tenant l'animal dans ses bras et le caressant.
Il essaie de passer à côté d'elle sans rien dire, mais elle le reconnaît comme le joueur qu'il a toujours protégé dans le jeu et lui demande si elle peut le remercier. Il dit qu'il ne mérite pas de remerciement, puisqu'il a échoué au moment le plus important, et qu'il n'est même pas arrivé à temps, comme il l'avait promis. Elle répond que tout va bien et demande s'il la protégerait dans le nouveau jeu. Voleur de tombes, il est excité par la question et accepte, mais finit par casser le guidon de son vélo, ce qui la fait rire. Plus tard ce matin-là, le siège du GGT est entouré de voitures de police et de barrages. Alors que l'enquête sur le meurtre de la vice-présidente Yuki commence, Suiguin est choqué d'en entendre parler par Rancho en classe. Il court au dortoir de Ri, inquiet, puisque son père est décédé. Là, il rencontre Maki, qui dit que des gens de l'entreprise étaient déjà venus la chercher, plutôt pour s'occuper des arrangements funéraires. Lors de la veillée, beaucoup commentent avec pitié la malchance de Ri. Et des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles Yuki était endetté. L'affaire fait la une des journaux, et la présidente du GGT, Ling, fait une déclaration publique, disant qu'ils ne se reposeront pas tant qu'ils n'auront pas trouvé le coupable. Pendant ce temps, l'assassin aux cheveux roux regarde son discours depuis derrière les rideaux. Chez lui, Suiguin regarde les nouvelles et, en regardant la photo de Yuki, a un flashback de quand il jouait avec lui enfant. Il commence à soupçonner qu'il le connaît de quelque part. Quelques jours plus tard, Ri appelle Suiguin et lui demande de venir lui rendre visite. Après s'être salué, elle lui tend une boîte violette avec une lettre sur le dessus. Suiguin ouvre la lettre et découvre qu'il s'agit d'un message de Yuki, qui demande à Ri de lui remettre la boîte. En ouvrant la boîte, Suiguin trouve une console cyber. Lorsqu'il touche l'écran avec son doigt, un processus d'identification commence. Et le système le reconnaît comme Riku Suiguin, commençant à charger. Ils sont confus quant à la raison pour laquelle Yuki voudrait qu'il ait la console, jusqu'à ce que Ri révèle qu'elle n'est pas la fille biologique de Yuki. Elle a été adoptée lorsqu'elle était très jeune et ne sait rien de son vrai père. Juste à ce moment-là, une voiture noire arrive et la femme de ménage de Ri l'informe que des visiteurs l'attendent. Ri se rend à la porte et trouve deux hommes demandant si elle est la fille de Yuki. Pendant ce temps, la console de Suiguin termine de charger. Il prend l'appareil et voit sur l'écran qu'il a 10 milliards de yens sur son compte de jeu. Il pense qu'il doit y avoir une erreur, mais un enregistrement commence à jouer. Dans le message, Yuki dit qu'il a élevé Ri comme sa fille. Et qu'il est aussi le grand-père biologique de Suiguin. Bien qu'il ne s'en souvienne pas, c'est vrai. Yuki explique qu'il a laissé l'héritage pour que Suiguin et Ri puissent bien vivre ensemble. Suiguin commence à se sentir tout gêné rien qu'à penser à la possibilité que Ri soit sa femme. Mais ensuite, Yuki continue son explication. Il dit que les vrais parents de Ri étaient ses amis et avaient les mêmes idéaux. Mais ils ont été tués par des ennemis. C'est pourquoi il a adopté Ri pour la protéger. Maintenant qu'il est parti, Suiguin doit utiliser l'argent pour s'occuper d'elle. Juste à ce moment-là, Suiguin entend Ri crier de l'extérieur. Il voit que les deux hommes essaient de la forcer à entrer dans la voiture, disant qu'elle doit rembourser la énorme dette laissée par son père. Suiguin descend en courant et leur ordonne de s'arrêter. Il s'avance pour les confronter, croyant qu'il peut les vaincre par là. Force de sa volonté, mais finit par être battu par l'un des un homme, qui le jette à terre et le frappe sans pitié. En voyant cela, Ri est bouleversé et dit qu'elle coopérera, à condition qu'ils arrêtent de blesser Suiguin. Quand les coups cessent, Suiguin saisit le pied de l'homme et déclare qu'il s'acquittera de la dette à sa place. Il découvre que la dette s'élève à 500 millions de yens et monte en courant chercher l'argent. Mais alors Suiguin constate que la monnaie du jeu ne peut pas être échangée contre de l'argent réel, même si c'est évident. Il est surpris par cette information. À ce moment-là, il entend la voix de Ri et regarde par la fenêtre. En la voyant emmenée dans la voiture noire, elle le remercie d'avoir essayé de l'aider, même s'il est pauvre. Alors que la voiture s'éloigne rapidement, Suiguin commence à pleurer, pensant au sourire de Ri. Au temps qu'ils ont passé ensemble dans le jeu, et au fait que il a presque reçu la bénédiction de son père pour rester avec elle, ému par un fort sentiment et un désir de la protéger. Il décide de les poursuivre à vélo. Les hommes dans la voiture commentent qu'il était bon qu'il se soit fait frapper, car cela aurait dû le ramener à la réalité. Mais bientôt, ils entendent le bruit du vélo qui s'approche et voient Suiguin les poursuivre, tout en criant le nom de Ri de toutes ses forces. Ri baisse la fenêtre, regarde en arrière, et voit Suiguin lui dire qu'il la sauvera. Quoi qu'il arrive, elle répond qu'elle l'attendra. Le conducteur, agacé par la scène, freine brusquement. Suiguin s'approche trop près et la voiture le percute par l'arrière, le projetant violemment au sol sur le bord de la route. Ri se recroqueville dans son siège, effrayé, tandis que les deux hommes rient de sa situation. Mais soudain, un homme encapuchonné apparaît dans la voiture, surprenant tout le monde.
Le conducteur demande qui il est, et l'homme se présente sous le nom de Silicon. Il utilise son pouvoir pour éliminer les deux hommes et fait percuter la voiture. Suiguin s'approche, confus, et demande qui il est et où se trouve Ri. Silicon répond qu'il a un message pour lui et dit que Temujin Sam l'attend dans Gravebuster. Peu après, il disparaît de la scène avant que la voiture n'explose. Plus tard dans la nuit, Suiguin s'allonge sur son lit et essaie d'allumer la console de jeu, mais échoue. Il se rallonge et commence à réfléchir à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il se demande ce qu'est vraiment ce jeu appelé Gravebuster que Yuki a créé. De plus, il veut comprendre qui était cet homme et où il a emmené Ri. Avec tant de questions en tête, il se sent submergé. Mais ensuite, sa console commence à briller en vert, et une fille aux cheveux verts et à l'apparence frappante apparaît au-dessus de lui. Suiguin est surpris et demande qui elle est et pourquoi elle est là. Elle dit que son nom est Twinstar et qu'elle est apparue parce qu'il l'a invoquée en tant que son maître. Suiguin essaie d'expliquer qu'il doit y avoir une erreur. Mais Twinstar lui assure qu'elle ne se trompe pas. Peu après, elle téléporte les deux directement au niveau 34 de Gravebuster. À son arrivée, Suiguin observe les environs et commence à se demander si c'était vraiment le nouveau jeu. Il regarde Twinstar allongée par terre, étourdie, puis la voit enveloppée par une brume. Elle se transforme en deux petites créatures mignonnes. Et Suiguin se demande si c'est sa vraie forme. Pendant ce temps, 3 autres joueurs apparaissent sur le même niveau, mais dans une zone éloignée. Ils commencent à explorer et chercher des trésors. Suiguin, confus, pique Twinstar pour essayer de comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, une énorme créature en forme de pyramide émerge du sable et demande qui a osé troubler son sommeil. Sur ce, la scène change pour l'introduction du jeu, révélant un mythe sur la création du monde. Il y a longtemps, une déesse extrêmement puissante a créé cet univers. Elle a utilisé sa propre vie pour donner naissance à de nombreux autres, et après cela, elle est devenue épuisée. Avec tout achevé, elle a décidé d'entrer dans un sommeil éternel, à l'intérieur de la tombe impériale, laissant derrière elle un grand pouvoir. Son nom était déesse Bango. De retour chez Suiguin, l'apparition de la pyramide étoile jumelle de Startle, qui se transforme en données numériques et entre dans la console de Suiguin. À l'intérieur, ils se présentent comme des guides de jeu, et lui souhaitent bonne chance avant de disparaître. La pyramide entend cela et dit qu'elle n'autorisera pas Suiguin à partir. Elle déclare qu'il va maintenant être testé pour voir s'il est digne de devenir un gardien de tombe. Sa mission est d'arrêter tout intrus et de protéger ce lieu. Mais ensuite, elle regarde en bas et voit Suiguin s'éloigner, disant qu'il s'en soucie. Autant que les gens se soucient de leur propre vie sociale. Suiguin déclare qu'il n'a pas le temps pour tout ça. La pyramide dit alors que si c'est le cas, cela signifie qu'il ne se soucie pas de Rikuria et ne veut pas la sauver. Il explique que sans réussir le test, Suiguin ne pourra jamais la sauver. Cela met Suiguin en colère, et il se retourne en demandant comment la pyramide le savait. Soudain, un gigantesque rayon d'énergie passe derrière lui en direction de la pyramide, manquant presque Suiguin. Heureusement, l'attaque rate sa cible. Suiguin demande ce que c'était, ailleurs sur la carte. Les 3 joueurs qui sont apparus plus tôt visent la pyramide de loin. La fille blonde dit à son petit frère, Sniper, qu'ils ont raté leur tir, mais que le prochain sera précis. Elle demande alors à la petite Rin d'avancer et de distraire les ennemis. De retour à Suiguin, la pyramide l'informe que les envahisseurs ont déjà commencé leur attaque et qu'il doit les affronter pour passer l'épreuve. Suiguin répond qu'il est prêt et leur dit de commencer tout de suite. La pyramide tire alors un laser vert sur le sol et invoque une fille au look félin nommée Shastia. Elle représente l'esprit du désert. Après être apparue, elle se tourne vers Suiguin et lui demande s'il est celui qu'elle attendait. Quand il confirme, elle dit qu'elle l'attendait et saute dans ses bras comme un renard, volant son premier baiser. Suiguin est excité, mais commence bientôt à avoir une enfance. Flashback, se souvenant quand Yuki lui a donné l'écharpe rouge. Il reconnaît à ce moment-là que Yuki était en effet son grand-père et devient ému. Shastia commente qu'ils ont réussi à briser le sceau de ses souvenirs et est très heureux. La pyramide prend alors la parole et dit que le moment est venu de révéler sa véritable forme. Le compartiment supérieur de la pyramide s'ouvre, et Rikuyuki en émerge, flottant sur un véhicule aérien. Il se présente comme le grand-père de Suiguin et explique que, bien qu'il ait vécu sous de nombreuses identités, la seule véritable était celle de son grand-père. Peu après, Fibe utilise sa capacité d'invocation et libère une horde d'insectes dégoûtants contre la pyramide. Rin attaque également avec son épée explosive et monte sur l'un des insectes, avançant vers Suiguin. Il pense au trésor et aux récompenses de Seth.
étape et affirme qu'ils vont s'enrichir grâce à cela. Ils se préparent à tirer une nouvelle attaque énergétique sur la pyramide. Pendant ce temps, Yuki explique qu'il ne s'agit que de données sauvegardées du jeu avant sa mort dans le monde réel. Il court à l'intérieur de la pyramide, et Yuki conduit Suiguin vers le cockpit d'un géant gardien caché là-bas, appelé gardien Yuki 34. Il prépare l'activation du géant. Rin attaque avec un puissant coup de son épée, coupant la pyramide en deux. Mais en réalité, c'était seulement une ouverture pour révéler le véritable gardien caché sous terre. Le gardien émerge et détruit immédiatement plusieurs insectes géants, laissant Rin effrayée par sa présence imposante. Pendant ce temps, Rei se réveille d'un cauchemar dans lequel elle n'a pas pu sauver Suiguin de la noyade la veille. Elle se retrouve enfermée dans une cellule, gardée par une fille plus jeune. La fille lui jette une robe dans sa direction et lui dit de se préparer pour le rituel de purification. Ensuite, Rei est emmenée à un lac où des sirènes l'aident à se baigner. Sur le champ de bataille, Suiguin et Shastia sont à l'intérieur du gardien géant. Mais ils sont toujours aussi inexpérimentés qu'à l'extérieur. Incapables de le contrôler, ils sont attaqués par les mille pattes et Rin, qui pensent que le robot n'est rien d'autre qu'un tas de métal inutile. Suiguin et Shastia essaient de se défendre contre les attaques, tandis que Yuki se souvient de l'origine du monde et explique que les gardiens des tombes et les pilleurs se battent pour la tombe de la déesse depuis plus de 1000 ans, mais qu'ils avaient à l'origine les mêmes pouvoirs. Il dit que les gardiens existent pour arrêter les pilleurs qui veulent répandre la destruction, et obtenir le pouvoir de la déesse pour eux-mêmes. Protéger les tombes, le pouvoir et le monde est leur devoir. Cependant, avec le temps, le nombre de gardiens diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste que quelques-uns. Pendant ce temps, Iu termine de charger son canon et tire un énorme faisceau d'énergie sur le gros gardien, détruisant une des jambes de la machine. Le robot s'effondre au sol et Shastia s'inquiète de l'impact. Mais Suiguin semble avoir un plan. Il lui dit qu'ils doivent d'abord éliminer le canon à longue portée. Le gardien se positionne avec son arme, pendant que Shastia prend le contrôle de la visée. Suiguin scrute le terrain et repère Iu près de Phibé. Il ordonne à Shastia de viser calmement et de tirer. Tout étant prêt, Shastia fait feu et un rayon d'énergie rouge est projeté vers Iu. Il panique et hurle, mais le rayon est réfléchi par un groupe de cartes de diamants et atteint le gardien au lieu d'Iu. Phibé est responsable de la contre-attaque. Elle active la carte d'hypnose et lance plusieurs cartes dans les airs. La magie affecte l'esprit de Shastia, et elle commence à tirer à plusieurs reprises sur les cartes dans le ciel. Hors de contrôle, elle utilise presque toutes ses munitions, ne laissant qu'un seul tir. Mais Suiguin parvient à l'arrêter à temps et l'immobilise. À ce moment-là, Rin et les robots centipèdes continuent d'attaquer le gardien. Certains des robots centipèdes réussissent à envahir l'intérieur de la machine et commencent à l'endommager de l'intérieur. Phibé avertit Rin de se mettre à couvert, car Iu est sur le point de libérer son attaque la plus puissante. À l'intérieur, Suiguin se tourne pour demander de l'aide à Yuki, mais le trouve allongé sur le sol, sur le point de disparaître. Yuki dit qu'il n'est qu'une copie numérique de le véritable Yuki et que son temps est compté. Il demande à Suiguin de ne pas être triste et lui ordonne de protéger la tombe de Bango. Car c'est le seul moyen de sauver Rhea. Avant de disparaître, il déclare que Suiguin est le dernier des gardiens de la tombe. Suiguin est profondément bouleversé par la perte de son grand-père, juste au moment où il avait retrouvé ses souvenirs. Il crie de tristesse, et son écharpe commence à briller, indiquant qu'un nouveau pouvoir s'est éveillé. Avec un plan en tête, il met Twinstar aux commandes de l'esprit de Shastia. Il monte ensuite sur l'un des 1000 pattes et s'envole dans le ciel vers Phibé. Rin essaie de le rattraper pour découvrir qui il est, mais tombe dans le piège quand Suiguin fait signe à Twinstar de demander à Shastia de tirer sur les bâtons dans le ciel, touchant Rin et la faisant tomber. Après cela, Suiguin place quelques cartes en diamant réfléchissantes sur le chemin et fait rebondir le faisceau d'énergie dessus, touchant Phibé et l'éliminant également. Il reste ensuite dans les airs, debout sur l'une des cartes, et fait face à Iu. Il déclare que les gardiens existent toujours. Iu, surprise, grimpe sur le canon et tire sur Suiguin. Mais Suiguin utilise une autre carte pour renvoyer l'attaque, éliminant Iu. Il retourne vers le gardien, et Shastia lui dit qu'il a réussi le test et est maintenant le dernier des gardiens du tombeau. Suiguin déclare qu'il n'a réussi que grâce à son aide et aux Twinstars. Shastia lui dit qu'il a été incroyable et lui dit au revoir, en disant que sa mission est terminée. Elle le prend dans ses bras, et avec cela, toute la scène, le gardien et Shastia se désintègrent en particules numériques. Suiguin tombe alors dans un abîme numérique sombre, mais peu après qu'ils partent. Une femme armée aux cheveux roses apparaît derrière lui. Elle dit qu'elle était curieuse de savoir à qui il ferait face, mais qu'il ressemble à un bébé.
Elle affirme qu'il n'est pas le dernier gardien, et que ce titre lui appartient, puis elle lui tire dessus avec son fusil. Après avoir été frappé, Suiguin est expulsé du jeu et se retrouve de nouveau dans son lit. Il vérifie sa poitrine pour la blessure, mais son corps guérit rapidement. À ce moment-là, il reçoit un appel à Sibei. Lorsqu'il répond, il entend un homme qui se présente comme Temujin du clan Totem. Il dit qu'il l'attendra à Gravebuster et raccroche. Suiguin reçoit alors une image montrant Rhea allongée sur un lit, vulnérable. Ce qui le fait commencer à s'inquiéter sérieusement pour sa sécurité. Avec la sortie de Gravebuster, le monde entier est pris dans cette nouvelle folie. Désormais, exhiber argent et statut est devenu la mode dominante. De nombreux nouveaux joueurs entrent dans le jeu avec de grosses sommes de yens, achètent des équipements puissants et essaient d'attirer l'attention. Le lendemain, au niveau 35 du jeu, appelé Mine d'Or, Fibei et son groupe rencontrent leur leader autoproclamé, Wild Wolf le Kringlord. Ils appellent leur équipe les Chasseurs d'Or. Ce groupe traque de nouveaux joueurs pour leur voler leurs objets précieux. Ils attendent à un endroit fréquenté, guettant l'apparition de nouvelles proies. Finalement, ils rencontrent un groupe de nouveaux joueurs, tous équipés de nouveaux équipements. L'un devint un monstre et obtient de l'or, tandis que les autres le louent. Fibei s'approche avec Furine et prétend qu'ils ont trouvé un grand trésor dans les mines de tête, mais qu'ils ont été attaqués par des monstres et qu'elle a peur. Elle essaie d'utiliser son charme pour convaincre les débutants d'aller à la mine. À leur arrivée, les joueurs demandent où sont les monstres, et Fibei dit qu'ils ont dû s'enfuir après avoir vu leur équipement brillant. Puis, les monstres réapparaissent et volent plus de 3 millions de pièces. Les joueurs, avides, se précipitent vers la mine. Furine regarde la scène avec dégoût. Quand ils sont tous à l'intérieur, EU utilise son bâton pour piéger les débutants dans un piège énergétique. À ce moment-là, Kringlord saute d'en haut et dit qu'il va maintenant tout leur prendre. Pendant ce temps, Suiguin se rend à la bibliothèque de l'académie pour étudier davantage le nouveau jeu. Il cherche des informations sur Temujin et les totems pour essayer de découvrir où se trouve Rhea. À ce moment-là, Rancho apparaît et dit qu'il connaît quelqu'un qui peut aider. Il présente sa nouvelle petite amie qui, malgré son apparence, est une accro au jeu et a participé à la bêta fermée. Suiguin se demande comment Rancho peut fréquenter quelqu'un d'aussi différent. Mais il poursuit ses recherches. Il découvre que le monde de Gravebuster est contrôlé par un homme nommé Dark Tiger, le chef d'une organisation appelée Precious. Cette organisation est composée de joueurs fortunés qui utilisent leur argent pour dominer le jeu, voler d'autres joueurs et maintenir un contrôle total. Cependant, des groupes ont émergé pour résister à cette domination, y compris les totems, dirigés par Temujin. Temujin est dépeint comme un homme dangereux, prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Plus tard, Suiguin regarde à nouveau l'image de Rhea envoyée par Temujin. Il réfléchit au fait que Temujin fera tout pour obtenir ce qu'il veut. Submergé par des pensées intenses, il se tourne dans son lit, agité. Pendant ce temps, Rhea se réveille dans une chambre et est approchée par Temujin lui-même. Il lui dit qu'elle peut avoir tout ce qu'elle veut sur demande, mais qu'elle ne peut pas partir. Dans le monde réel, Suiguin se rend au dortoir des filles et rend visite à Maki. Elle dit que personne ne sait où est Rhea, comme si elle avait disparu. Il regarde l'ordinateur portable de Rhea, décide de la ramener, et dit à Maki qu'elle sera de retour bientôt. Après cela, il active la console, appelle Twinstar et dit qu'il est prêt et est transporté avec elle dans le jeu. Pendant ce temps, Kringlord et son groupe célèbrent dans le hall des joueurs après avoir volé plus d'1 million de yens aux nouveaux joueurs. Il dit que s'attaquer aux nouveaux riches est la meilleure stratégie, mais Fibei le réprimande en disant qu'il n'est pas bien de dire de telles choses à voix haute. À ce moment-là, Furne pointe du doigt un grand homme négligé vêtu de haillons qui est assis à la table juste devant eux. Ayu dit qu'elle va vérifier qui est ce gars. Il revient ensuite en disant que l'homme était le leader des généraux, l'un des groupes principaux de Precious. Tout son groupe avait été vaincu par une femme mystérieuse qui est apparue de nulle part et leur a tout pris. Ils trouvent l'histoire absurde et disent que c'est probablement une rumeur ou que le groupe avait un conflit interne. Après cela, le groupe part en chasse à nouveau et capture un autre trio de nouveaux joueurs. Kringlord tire son épée et poignarde l'un d'eux. Immédiatement, tous les objets et l'argent des trois commencent à être drainés de leur compte et transférés sur le compte de Kringlord. Il explique que lorsque le compte d'un joueur atteint 0, il est déconnecté de force et son compte est supprimé. Après avoir volé tout ce qu'il pouvait à l'un d'eux, il se prépare à faire de même aux autres. Mais quelqu'un tire sur la prison d'énergie de loin et brise la barrière. Les débutants profitent de l'occasion pour s'échapper. Kringlord pointe son épée vers le tireur et demande qui elle est. La femme se révèle être la même tireuse qui avait tiré sur Suiguin plus tôt et affirme qu'elle est là pour les traquer.
Rin commence le combat en lançant une série d'attaques avec son épée. Phibe et Ayu se joignent à une attaque combinée de réflexion et d'énergie. La femme, cependant, esquive tous les coups avec une extrême agilité comme si elle portait une armure de protagoniste. Elle atterrit devant Kringlord, mais Phibe est autre l'entoure et exige qu'elle lâche l'arme. Elle regarde tout le monde avec mépris, fait semblant d'accepter, et lâche l'arme. Pour activer un sort de cage gravitationnel qui piège tous les ennemis. Elle saute ensuite hors de la zone et pointe son arme directement sur Kringlord, exigeant qu'il lui remette ses objets. Il commence à la supplier et lui dit qu'elle devrait prendre les objets de son groupe. Car ils sont plus forts et plus précieux. Il la laisse s'approcher, feignant la faiblesse, et dès qu'elle se retourne, il la frappe avec son épée. Pendant que Phibe et les autres le critiquent de les avoir trahis, il la traite d'idiote. La femme affirme qu'il s'agit d'une épée qui transfère le pouvoir financier d'une personne à une autre, le prenant aux faibles pour le donner aux riches. Kringlord le confirme et révèle que, malgré les apparences, son compte contient plus de 50 millions de yens. Il est alors choqué de voir son compte et découvre qu'elle est l'une des 5 joueurs les plus riches du jeu, avec plus de 100 millions de yens. Elle le fixe du regard et dit qu'elle ne serait pas contre lui remettre l'or s'il était capable de le porter. Peu après, elle laisse tomber un énorme bloc d'or sur lui, éliminant instantanément son personnage. Après cela, elle monte dans sa voiture. Phibe lui demande son nom. Elle répond qu'elle est connue sous le nom de la collectionneuse, et qu'elle vit pour éliminer les Tomb Raiders. Elle s'en va alors en riant bruyamment et disparaît au loin. Son nom remonte rapidement jusqu'au rang supérieur de Precious, qui décide qu'elle doit être éliminée. À la base totem, le membre Richard remet à Temujin une baie de mer rouge, qui avait été commandée. Temujin affirme qu'avec cela, ils peuvent montrer à Precious qu'ils peuvent aussi être imprévisibles. Le jeune ninja Pochirika observe et demande s'il a l'intention de la donner à Rhea, affirmant qu'elle est devenue inutile depuis la mort de Yuki. Silicone l'interrompt et lui dit de se taire. Temujin répond qu'il sait que Rhea ne comprend pas encore sa propre valeur, mais qu'un jour elle le fera. Peu après, Temujin habille Rhea d'une tenue provocante et lui offre une baie de mer rouge, en l'invitant à devenir un nouveau membre des totems. Pendant ce temps, Suiguin survole une arène sur la scène 10, appelée la porte de la bataille jumelle. Il veut trouver l'organisateur des combats, Lalon, qui est aussi responsable des cours pour débutants. Pendant le vol, Suiguin remarque un garçon nommé Takashi qui grimpe sur le côté de l'arène. Il décide de l'aider et fait porter les deux par Twinstar jusqu'au sommet. Takashi lui dit qu'il est un pauvre orphelin qui vit avec sa sœur aînée, Makin. Ils vivent dans des quartiers abandonnés et survivent à peine. Takashi a appris qu'il y avait de l'argent à se faire avec ce nouveau jeu et s'y est intéressé. Makin, malgré sa maladie, l'a encouragé à essayer, et à travailler dur pour leur acheter 2 consoles de jeux. Il s'entraînait dur. Takashi a obtenu une arme spéciale qui lui permet de prendre et de stocker des photos. Avec les souvenirs de ces photos, il augmente la puissance de l'arme et débloque des capacités spéciales. Un jour, Makin est tombé gravement malade. Takashi a participé au tournoi Lalon pour gagner le prix royal de 10 millions de yens. Un familier rare dans le jeu, un léopard des neiges. Pendant ce temps, Suiguin, l'un des 5 milliardaires du jeu, vole au-dessus de l'arène juste pour éviter de payer les 50 000 yens de frais d'entrée. En dessous, un combat oppose 2 mages de glace qui se proclament les meilleurs du jeu, Mamos Viking et le magicien du givre Ayu. Phibe et Rin regardent le match et commentent les titres exagérés, tout en montrant une excitation similaire à celle de Rhea lorsqu'elle rêvait de Suiguin. Le combat commence. Ayu tire des éclats de glace avec son bâton, mais le Viking dévie les attaques en balançant son hache avec force. Ayu semble être en train de perdre, mais en réalité, elle essaie d'attirer l'ennemi vers le centre, entouré des éclats, pour le geler et le vaincre avec une attaque finale. Pendant ce temps, Twinstar demande à Takashi qui il pense va gagner. Takashi répond qu'aucun d'eux ne gagnera, car c'est pour ça qu'il est là. Il utilise son album pour s'équiper d'une armure puissante. La transformation soudaine fait que Twinstar les relâche. Takashi tombe sur Ayu et l'assomme immédiatement. Il défie ensuite le Viking. Les commentateurs confirment que, selon les règles, un envahisseur qui défie les participants devient automatiquement l'un d'eux. Ainsi, Takashi et Suiguin entrent dans le combat. Takashi transforme son album en un gigantesque marteau d'énergie, mais le Viking s'avère beaucoup plus fort et le bat facilement. Suiguin observe la situation et réalise que Takashi se bat pour sa 6e sœur. Il remarque que le garçon perd des souvenirs d'elle alors qu'il continue de se battre et, touché par cela, décide de prendre le relais dans le combat. Suiguin entre sur le terrain, apparaissant d'abord confiant, mais se rend vite compte lui-même dans le pétrin, esquivant les coups et
espérant ne pas être vaincu d'un seul coup. Le Viking, ennuyé, décide d'utiliser la magie de la glace et piège Suiguin par les jambes. Suiguin essaie de se libérer, mais échoue. Le Viking se jette en avant avec sa hache pour le coup final. À ce moment-là, Twinstar intervient et bloque l'attaque avec ses mains nues. Elle dit à Suiguin qu'il devra se rattraper plus tard. Elle repousse le Viking et dit qu'il est temps de montrer sa vraie forme. Elle se prépare à se transformer en dragon à 2 têtes, mais revient plutôt à la forme de Twin et Star, 2 petites créatures poilues. Le Viking trouve les 2 adorables et les attrape dans ses mains. Takashi saute à leur défense et dit qu'un héros protège les filles et qu'il a encore la force de se battre. En entendant cela, Twin et Star se sentent émus et fusionnent. À nouveau, revenant à la forme complète de Twinstar. Twinstar remercie Takashi de les avoir sauvés et se transforme alors véritablement, révélant sa forme complète en tant que dragon à 2 têtes. Le président Lolon vérifie ses documents et confirme qu'elle est une créature légendaire. Extrêmement rare, classée comme une bête humanoïde de classe S, appelée le dragon de jade à 2 têtes. Tout le monde se demande comment quelqu'un comme Suiguin a réussi à dompter un familier de si haut niveau. Twinstar décide de mettre fin rapidement au combat et lance son souffle émeraude sur le Viking, le transformant en cristal avant de le briser complètement et de terminer le combat par une victoire. Avec cela, il remporte le tournoi. Suiguin remet tous les prix à Takashi et continue à pied vers la prochaine étape, où il participera au cours pour débutants donné par le président Lolon. Pendant ce temps, le président observe de loin, se demandant qui est vraiment Suiguin. Et commence à suspecter s'il a un lien avec cette mystérieuse femme qui a remporté à lui seul un tournoi précédent, en parlant du collectionneur. Suiguin arrive au lieu du cours pour débutants et trouve 2 autres joueurs qui participeraient également. Il essaie d'être amical et les salue tous les 2, mais le garçon aux cheveux violets l'ignore complètement, tandis que l'autre, plus joyeux et passionné de musique, le reconnaît comme le pauvre garçon de la classe qui fait toujours des petits boulots. Il s'appelle Xia, et il est le président du conseil des étudiants, ainsi que le camarade de classe de Suiguin. Cependant, Suiguin ne le reconnaît pas, car il passe généralement ses cours à dormir ou à travailler. Il n'a de contact qu'avec Rancho et son ami imaginaire Timmy. Peu après, une fille à la peau claire apparaît sur scène, pleine d'énergie, et se présente comme l'entraîneuse du groupe. Elle s'appelle Rin. Elle appelle les noms de chacun et révèle que le garçon aux cheveux violets s'appelle Titan. Rin les guide à travers un terrain rocheux, expliquant que l'entraînement prendra la forme d'un battle royal. Elle dit que cet endroit était, il y a 100 ans, le site d'une tombe qui a été complètement pillée après que les pilleurs eurent vaincu le boss du lieu. Xia observe et remarque de nombreux monstres cachés dans l'ombre des rochers. Il demande à Rin à leur sujet, et elle explique qu'ils s'appellent les singes taupes. Des créatures agiles et intelligentes. Pour terminer l'entraînement, les joueurs doivent tous les vaincre. Xia suggère qu'ils combattent en équipe, mais Titan répond froidement qu'il préfère agir seul. À ce moment-là, un groupe de singes taupes arrive en courant vers le groupe. Les monstres attaquent, mais Rin les repousse avec une série de coups de pied et de frappes rapides. Et commence à expliquer les bases du jeu. Elle dit que tous les joueurs reçoivent un objet exclusif appelé objet Buster, qui sert d'arme principale. Xia montre son objet, une lame circulaire dorée appelée l'œil de la tempête. Titan exhibe son objet, un élégant gantelet nommé le point de métal. Xia demande à Suiguin quel est son objet, mais Suiguin répond que ce n'est rien de spécial comparé aux autres. Avant que la conversation ne puisse se poursuivre, Rin les avertit que d'autres monstres s'approchent, et ils passent tous à l'attaque. Titan frappe les ennemis avec son gantelet, et Rin les attaque également avec son épée, mais il réalise que les attaques physiques sont inefficaces. Suiguin tente aussi de se battre, donnant un coup de pied à l'un des monstres contre le mur. Mais il constate que les dégâts sont nuls. Xia demande comment ils peuvent gagner si les attaques physiques n'ont aucun effet. Rin explique qu'ils doivent vaincre le chef, un énorme singe à 3 yeux appelé le grand singe taupier. C'est la magie de ce boss qui renforce les autres. Xia demande comment ils vont vaincre un ennemi aussi puissant. Mais Titan s'avance et assène un coup de poing direct au boss. Il l'écrase ensuite contre le sol avec une série de coups et achève avec une attaque directe qui transforme le monstre en or. Tout le monde regarde, émerveillé, et Xia dit qu'elle reconnaît ce mouvement de quelque part. Une fois le boss vaincu, Rin commence à éliminer les monstres restants avec aisance, telle une véritable maîtresse de l'épée. Xia s'enthousiasme et commence à tournoyer sur le champ. Avec sa lame comme s'il s'agissait d'un cerceau, terrassant plusieurs ennemis. En peu de temps, le groupe nettoie toute la zone. Suiguin demande si cela signifie qu'ils ont réussi le parcours.
Xia se plaint en disant qu'elle aimerait recevoir davantage d'ordres de la part de Rin. Mais Rin dit que, pour terminer l'entraînement, ils doivent la vaincre. Rin lance plusieurs dagues vers le groupe. Sui-Gwen les esquive facilement. Titan invoque une créature pour bloquer l'attaque. Xia est surpris et dit qu'il a dépensé 500 000 yens de son argent de poche dans le jeu et n'a toujours pas pu acheter un familier. Il demande à Titan s'il a réussi à accumuler assez de monstres en chassant, mais Titan l'ignore comme d'habitude. Xia se tourne vers Sui-Gwen et dit que, parce qu'il fait toujours des petits boulots, il n'a probablement pas eu l'argent pour investir dans le jeu. Après l'avoir moqué par accident, Xia explique que sa famille est riche et qu'il continuera à mettre de l'argent dans le jeu pour devenir plus fort et protéger aussi Sui-Gwen. Rin lui demande alors d'arrêter de parler et de retirer le couteau de sa propre tête. Xia lève les yeux, réalise qu'il a été touché, tombe au sol et commence à délirer, disant qu'il porte désormais son ADN parce qu'il a été frappé avec un objet personnel. Rin se tourne alors vers Sui-Gwen et utilise un de ses yeux spéciaux pour analyser son objet, lui demandant de lui montrer comment ça fonctionne. Sui-Gwen dit que ce n'est rien de grave. À ce moment-là, Titan tente d'attaquer Rin par surprise, mais elle esquive et recule. Brandissant son épée et se préparant à combattre, il commence à s'affronter avec rapidité et puissance. Volant dans le ciel au milieu des coups, Xia observe et réalise que Titan est en fait, un joueur professionnel légendaire qui a été champion du monde dans 3 jeux de combat en réalité virtuelle pendant 3 années consécutives. Cette année, il n'a participé à aucun tournoi, et maintenant il est ici. Titan entend les commentaires et demande s'ils veulent l'aider, car il ne pourrait avancer à l'étape suivante que s'ils la battent. Xia s'excite et dit qu'il va gagner cette bataille et se déclarer à Rin. Xia avance, tandis que Sui-Gwen active son objet appelé écharpe de corbeau. Il utilise la compétence numéro 1, engager premier sang, qui lui permet de copier la compétence du premier joueur vaincu. Il pense que cela sera inutile jusqu'à ce que quelqu'un tombe, alors il attend. Xia appelle Sui-Gwen et lui montre son pouvoir spécial qui le rend invisible, et lui permet de voler en fusionnant avec le vent. Avec ça, Xia essaie de s'approcher de Rin pour lui chuchoter son email à l'oreille. Pendant ce temps, Titan parvient à réduire la santé de Rin à 15%. Ils se font face, prêts pour la confrontation finale. Mais Rin retire son épée et frappe Xia, qui arrive par derrière. Xia est vaincue et expulsée du jeu. Sui-Gwen lui prend la main et écoute ses rêves futiles avant de disparaître. Sui-Gwen se lève alors et avertit Titan qu'il ne pourra pas battre Rin, car elle est invincible. Titan se fâche et répond qu'il est l'invincible et reprend le combat. Sui-Gwen, à son tour, utilise l'aptitude de Xia, devient invisible, et vole dans le ciel à la recherche de quelque chose. Il trouve un chariot de mine caché et apprend la véritable identité de l'instructeur Rin, qui est en réalité un enfant plus jeune nommé Furin. Son aptitude s'appelle Miragelure, et elle lui permet de créer un clone qui copie son apparence. Sui-Gwen en conclut cela car pendant le combat, Rin a attaqué Xia d'un angle hors de son champ de vision, indiquant que la vraie Furin observait de loin. Il alerte Titan, et avec cela, il complète le cours pour débutants et débloquer la fonction des cartes alliées. Furin explique qu'avec ces cartes, ils peuvent former des groupes avec d'autres personnes et voir leurs statistiques. Elle demande qui est vraiment Sui-Gwen, affirmant qu'elle ne croit pas qu'il soit juste un novice avec une créature aussi puissante et autant de connaissances sur le jeu. Sui-Gwen dit qu'il pourrait lui dire plus tard et commence à s'éloigner. Titan saute alors et l'attaque avec son poing, disant qu'il veut aussi savoir à quel point il est vraiment fort. Sui-Gwen esquive l'attaque et s'échappe avec Furin dans un bâtiment éloigné. À l'intérieur, il lui demande pourquoi elle ne se bat pas. Furin explique qu'après avoir utilisé son mirage illusoire, elle a besoin de temps avant de pouvoir se battre à nouveau. Elle lui demande ensuite pourquoi il l'a aidé à s'échapper. Sui-Gwen dit qu'il veut faire équipe avec elle, mais elle l'accuse d'être un idiot, d'essayer de faire équipe avec une si jeune fille. Il propose un pari en disant que s'il bat Titan dehors, elle doit rejoindre son groupe, scellant la promesse par une pression de petits doigts. Peu après, Titan fait irruption dans le bâtiment et les jette dehors d'un coup de son énorme poing en métal. Il décide de passer en mode berserk, mais Sui-Gwen l'arrête en activant son technique et utilise l'aptitude de Sho, l'homme du vent. Avec cela, il contrôle le vent et crée un camouflage avec des feuilles. Combinant cela avec sa vitesse, sa capacité à voler et son invisibilité, il trompe Titan, faisant sembler qu'il est attaqué dans les airs, alors qu'en réalité il lui coupe la jambe. Titan devient enragé et essaie de riposter, mais se sent bientôt épuisé et tombe à genoux. Sui-Gwen l'encourage à se rendre et à mettre fin à ce combat inutile, mais Titan répond qu'il ne se rendra jamais à un perdant comme lui. Puis,
Titan active la technique ultime de son arme, le Tabudan Blade, qui transforme son poing métallique en une voiture de sport de luxe. Il charge le véhicule avec 100 millions de yens et décide d'écraser Suigwen avec. Suigwen accepte le défi, se place devant Furin comme un bouclier. Et lui dit qu'il peut essayer. Titan fonce droit sur Suigwen, mais en le percutant. C'est comme s'il avait heurté une montagne. La voiture rebondit sur l'impact et est projetée en l'air. Furin lui rappelle que dans ce monde, le pouvoir financier est la force ultime. Et que quelqu'un avec moins d'argent ne peut jamais vaincre quelqu'un de plus riche que lui. Elle commence à se demander qui est vraiment Suigwen et comment il a autant d'argent que lui. Pourrait résister à un impact de 100 millions de livres sans subir de dommages. Suigwen répond qu'il ne peut pas lui dire cela, mais affirme que Titan a perdu toute sa richesse et sera contraint de se déconnecter, ayant son compte supprimé. Il réalise alors que la voiture chargée sans propriétaire est sur le point d'exploser comme une bombe. Suigwen couvre Furin de son corps, et quand ils ouvrent les yeux, ils réalisent qu'ils sont sous un chariot de mine renversé. Suigwen commente que la capacité de Furin à identifier des objets est très utile et qu'il aimerait l'avoir dans l'équipe. Il dit qu'il mettra son email dans son Sibet, mais elle répond qu'elle a déjà trop d'emails et qu'il devrait lui donner autre chose. À ce moment-là, une enquêtrice envoyée par les autorités numériques, le collecteur, émerge du sous-sol et les fait tomber du chariot minier. Elle apparaît et dit qu'elle se demandait si Suigwen suivrait le cours pour débutants ou non, mais qu'elle ne s'attendait pas à le trouver en train de parler à une jeune femme cachée sous un chariot minier. Suigwen se lève et commence à s'approcher d'elle, disant qu'il a aussi des questions pour elle. Rin lui conseille d'être prudent, car elle a utilisé son œil d'analyse pour scanner le collecteur et a remarqué que, normalement, un joueur avec un totem divin a une flamme bleue autour de son corps, mais elle en a 10. Elle explique ensuite que le seul joueur connu avec ce type de capacité est le collectionneur, l'un des 5 milliardaires du jeu. Suigwen tient son écharpe et demande ce qu'un milliardaire fait là. Le collectionneur tire alors une balle spéciale sur Rin, la transformant en poupée et la mettant à dormir pendant quelques minutes. Elle déclare qu'elle voulait parler à Suigwen en privé. C'est pourquoi elle a fait ça. Elle tire ensuite une balle monstrueuse qui entre dans la bouche de Suigwen et finit dans son estomac. Elle explique que cette créature s'appelle une saucisse dragon et que ce sera la clé pour qu'il sauve Rhea. Il demande si elle sait où se trouve Rhea, et le collecteur répond qu'il ne faut croire rien de ce que Temujin dit. Elle ordonne à Suigwen de l'utiliser pour entrer dans la base totem, car le dragon saucisse révélera l'emplacement exact de Rhea une fois à l'intérieur. Après cela, le collecteur monte dans sa calèche et s'en va. Suigwen demande encore où est Temujin, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car Temujin viendra à lui. Peu après, elle élimine un assassin totem qui suivait Suigwen de loin. Rin reprend connaissance, et Suigwen lui explique tout ce qui s'est passé. Il s'approche alors de l'assassin et demande où se trouve Temujin. Lorsque l'homme l'ignore, Suigwen utilise son pouvoir du vent et se déplace rapidement comme un éclair, le dépassant. L'assassin répond qu'il n'a pas d'ordre pour lui parler et essaie de s'en aller. Mais lorsque Suigwen essaie de le poursuivre, l'homme riposte avec précision et rapidité, utilisant 2 lames. Suigwen pense que le coup sera impossible à éviter, mais Rin saute pour le protéger. L'assassin active une technique de vitesse extrême et disparaît de la vue des deux. Suigwen demande pourquoi Rin l'a aidé, et elle répond que elle ne laisserait pas un membre de son équipe mourir comme ça. Suigwen est touché par cela. Peu après, l'assassin revient, se déplace autour d'eux avec une vitesse absurde et les attaque plusieurs fois. Il donne ensuite un coup de pied à Rin, mais Suigwen la sauve en utilisant sa propre vitesse. Ils remarquent le numéro 32 écrit sur leurs mains, comme un compteur numérique. Ils déduisent que c'est le nombre de fois qu'ils ont été coupés, et que quelque chose doit se passer lorsque ce nombre est atteint. Malgré cela, Suigwen se précipite en avant sans réfléchir, et est à nouveau frappé, ce qui le force à quitter le jeu. L'assassin lance alors l'une de ses lames sur Rin, mais elle la bloque avec son arme. Cependant, le blocage compte comme une autre coupure, et elle est également déconnectée automatiquement. Tous deux doivent maintenant attendre 24 heures avant de pouvoir réintégrer le jeu. En dehors du jeu, Suigwen reçoit un appel d'un numéro inconnu. Il pense que c'est Rin, mais l'interlocuteur est Temujin. Il dit à Suigwen que s'il veut toujours sauver Rhea, il doit suivre ses instructions. Pendant ce temps, dans le bâtiment de la GGC, une réunion secrète se tient entre les dirigeants de l'organisation qui gère le jeu, Precious. Il conclut que l'accueil du jeu a été positif, et qu'ils sont prêts à passer à l'étape finale, dépassant le point zéro. Avec Dark Tiger, l'un des 5 milliardaires du jeu, à la tête du groupe.
Precious est devenue l'organisation la plus influente. Elle compte 16 officiers supérieurs, dont les actifs combinés dépassent 2 milliards de yens. Ses dirigeants informent Dark Tiger que les préparatifs pour conquérir l'étape 0 sont terminés. Ils demandent des nouvelles du festival qui aura lieu à l'étape 18 le lendemain. Les dirigeants l'informent qu'ils ont déjà envoyé des anneaux de transport par email à tous les joueurs. Cependant, ils signalent une inquiétude. Le compteur des gardiens de la tombe est passé de 0 à 1, ce qui signifie qu'un nouveau gardien est apparu. En entendant cela, Dark Tiger ordonne que ce gardien soit trouvé et éliminé à tout prix. Pendant ce temps, au téléphone, Temujin dit à Sui Gwen qu'il tient Rhea en otage, et qu'il ne doit pas s'inquiéter pour sa sécurité pour l'instant. Il l'informe que le festival aura lieu sur la scène 18 et sera destiné aux joueurs ayant terminé toutes les étapes précédentes. Ce festival servira également de préparation pour conquérir la scène 0. Pour ce faire, Sui Gwen doit trouver un joueur nommé Nishikaze. Sui Gwen demande comment il le reconnaîtra, et Temujin répond qu'il saura quand le moment sera venu. Il termine ensuite l'appel, laissant Sui Gwen avec plus de questions que de réponses une fois de plus. Le lendemain matin, Sui Gwen se réveille pour trouver un groupe de garçons rassemblés devant le dortoir des garçons, tous fixant une fille. Il se demande ce qui se passe, et s'il flirtait juste avec elle, mais il découvre bientôt que la fille n'est autre que Rin. Quand elle l'appelle à l'aide, tous les autres garçons tournent leur regard vers Sui Gwen, montrant de l'envie et l'appelant un gars chanceux, un traître, et d'autres non, lui lançant des regards haineux alors qu'il l'emmène. Sui Gwen l'emmène au café de l'académie, où tous deux parlent de la récente formation de l'équipe. Rin commande une énorme quantité de nourriture, accumulant une facture d'environ 20 000 yens. Et regarde Sui Gwen, qui semble préoccupé par le montant, malgré le fait qu'il soit un joueur avec 10 milliards de yens sur son compte. Juste à ce moment-là, des intimidateurs entrent et se moquent de lui pour avoir quitté Rhea pour quelqu'un de rang inférieur, les traitant tous deux de pauvres. Rin se lève et affirme qu'il vaut plus de 100 millions d'engraves Buster, et exige qu'il cesse de l'embêter. Sui Gwen pense que bien que cela soit vrai dans le jeu, tout cet argent n'a aucune valeur dans la vraie vie. Mais ensuite, il découvre qu'il peut utiliser la monnaie numérique du jeu pour payer de la nourriture au café de la salle de sport. Cela le surprend complètement. Il utilise son CBAY pour payer l'addition, et la serveuse révèle qu'elle ne peut même pas prononcer le montant total de son compte bancaire. Car il est plus grand que ce que le système peut afficher. Après avoir rempli son estomac vide avec 2 bols de ramen instantané, il ramène Rin dans sa chambre, recevant encore plus de regards haineux en chemin. Et attirant même l'attention des agents qui l'observent. Dans la pièce, Sui Gwen dit à Rin que son objectif est de sauver une fille nommée Rhea, qui a été kidnappée par Temujin, un membre des totems. Rin dit qu'elle va l'aider en tant que membre de son équipe, et les deux entrent dans le jeu ensemble. Ils apparaissent sur la scène 10, où il y a 2 arènes principales et une foule rassemblée. Rin commente qu'un événement va bientôt commencer là-bas, et que c'est l'un des points centraux pour les annonces importantes. Les deux s'assoient dans une taverne, où Rin commande encore beaucoup de nourriture, comme s'il essayait de gagner un concours de mangeurs. Pendant ce temps, Sui Gwen entend une conversation à propos d'un nouveau milliardaire qui fait son apparition dans le jeu, quelqu'un qui affronterait à la fois Precious et les totems. Sui Gwen commence à penser qu'il parle de lui. Il sent qu'il est au même niveau que les meilleurs joueurs et envisage de révéler son identité en tant que 6e milliardaire du jeu. Mais les joueurs qui parlaient de cela se lèvent et se dirigent vers la sortie, ignorant complètement Sui Gwen. Dehors, les deux voient un groupe de pigeons voler au-dessus des joueurs en laissant tomber des anneaux dorés. Ces anneaux sont en réalité des portails vers le niveau 18, où aura lieu le festival. Dès que tout le monde reçoit les anneaux, ils sont immédiatement transportés. Sui Gwen et Rin décident aussi d'y aller, et en un instant, ils arrivent sur la nouvelle scène. De l'autre côté, Dark Tiger est assis sur son trône et commence la conquête de la scène 18. Il a l'intention d'utiliser les joueurs les plus faibles comme bouclier humain pour dégager le chemin vers le gardien boss de la scène. Il observe d'en haut avec arrogance, tandis que les monstres de la scène commencent à massacrer les joueurs. Il ordonne alors à son officier Bashira de finir rapidement les ennemis plus petits. Bashira utilise une combinaison de courant électrique et de son épée pour éliminer tous les des monstres à la fois, laissant tout le monde impressionné. Avec les plus petits monstres vaincus, la scène invoque le gardien en chef, un puissant homme ancien nommé Aslan. Au loin, l'assassin masqué d'avant regarde le combat aux côtés d'une fille aux cheveux violets. Elle s'appelle Nishikaze, et tous deux ont reçu l'ordre de Temujin d'attendre l'arrivée du dernier gardien. Sur le champ de bataille, les joueurs s'associent contre Aslan et parviennent à détruire rapidement l'un de ses bras. Cependant, Aslan commence à se régénérer comme un vampire, réformant le bras à partir du sang environnant.
Pendant ce temps, Suigun observe tout depuis le sommet d'un pilier jusqu'à ce qu'il remarque une fissure dans l'espace au-dessus. Il se tourne pour enquêter et finit par recevoir un coup direct au visage de Nishikaze. Suigun demande ce qui ne va pas chez elle, et Nishikaze répond qu'on lui a dit attendre pour lui mais qu'elle s'est ennuyée et a décidé d'agir. Rin l'avertit que Nishikaze est très forte, et Suigun réalise que c'est la même personne dont Temujin a parlé. Il demande pourquoi Rhea a été enlevée, mais Nishikaze dit qu'il s'en fiche. Et déclare qu'il aimerait aussi la rencontrer. Elle active alors une capacité et crée un miroir qui se connecte directement à la chambre de Rhea. Suigun peut la voir, bien qu'il ne puisse pas lui parler et Rhea ne peut pas le voir non plus. Pourtant, il est heureux de savoir qu'elle va bien. Soudain, Nishikaze l'attaque sans prévenir, mais il parvient à se retirer à temps. Elle explique que son patron a dit qu'il était fort, et elle voulait le confirmer. Nishikaze active sa capacité d'analyse et examine l'objet Buster de Suigun, confirmant qu'il s'agit de l'onde de Rikeyuki. Pendant ce temps, Aslan prend plaisir à éliminer les joueurs comme s'ils n'étaient que de simples PNJ, les tuant comme des dommages collatéraux. Il invoque une légion de moustiques sanguinaires qui attaquent tous les joueurs. Après en avoir tué plusieurs, Aslan transforme leur corps en sang et absorbe leur essence grâce à son omimancie pour devenir encore plus fort. À ce moment-là, il remarque une lumière rouge brillant sur un pilier et saute vers elle, disant qu'il a enfin trouvé la vague et le sang qu'il attendait. Il regarde Suigun, pointe son bâton vers son visage, et dit qu'il a reçu l'ordre de le suivre. Le bâton se transforme en une petite clé, qu'Aslan remet à Suigun, expliquant que c'est la clé de l'étape 0, mais qu'il devra d'abord passer un dernier test. Aslan rassemble tout le sang autour de lui et assume sa forme finale, connue sous le nom de Bouddha sanglant. Il montre un point vital sur son corps et demande à Suigun s'il peut identifier ce que cela représente. Suigun demande s'il s'agit d'un point faible, et Aslan confirme, en disant que c'est le seul endroit capable de le détruire. Cependant, c'est aussi là où le dernier souvenir de son grand-père est scellé. Lorsque Suigun gagnera le combat, il récupérera ses souvenirs et pourra passer à l'étape 0. Suigun accepte le défi et active son écharpe de corbeau. Nishikaze explique que son objet Buster accorde 7 gemmes, chacune avec un pouvoir différent. Les gemmes sont tirées au hasard à chaque activation. Et elle ne sait toujours pas à quoi sert chacune. La première gemme bleue permet de copier l'aptitude du premier ennemi que vous vainquez. Suigun veut obtenir une gemme puissante, et quand la gemme rouge s'active, il devient tout excité. Aslan demande à voir le vrai pouvoir de l'objet Buster de Suigun, et lui assène un coup puissant, le projetant au sol. Nishikaze s'enfuit avec Rin, et on découvre alors que Suigun a bloqué l'attaque avec une épée appelée la lame du corbeau. Aslan déclare que les épées sont inefficaces contre son corps régénératif. Mais Suigun révèle que cette lame triple la vitesse de son porteur et possède une lame extrêmement tranchante. Suigun tranche rapidement et jette Aslan dans une mare de sang. Depuis les hauteurs, il observe qu'il tente de se régénérer à nouveau en absorbant du sang de l'environnement et décide de l'achever avant que cela n'arrive. Il saute avec une attaque tranchante, mais Aslan bloque et repousse, devenant encore plus puissant. Aslan fait pousser plus de bras et prend une forme monstrueuse. Il commence à tirer des décharges d'énergie de ses mains, et Suigun tente de riposter, mais finit par recevoir un coup dévastateur qui le projette, l'éloigne et brise son épée dans le processus. Peu après, Aslan révèle un symbole de lotus au-dessus de sa tête et explique que si dans 80 secondes il échoue à récupérer le noyau, tout le sang dans son corps va exploser, causant sa mort. Suigun regarde son épée et remarque qu'une fumée spéciale s'en échappe. Il identifie que c'est de l'oxygène concentré et décide de le répandre sur le champ de bataille, ce qui finit par offrir une augmentation temporaire des attributs à tous les autres joueurs qui se trouvaient à proximité. Avec cela, il les attire à attaquer Aslan, même s'il sait qu'ils seront tous vaincus. Mais cela faisait partie du plan. Suigun force Aslan à utiliser son attaque ultime, le dragon plasma, et une fois les 80 secondes écoulées, il le force à absorber le sang de tous les joueurs vaincus. Cependant, au lieu de se guérir, le corps d'Aslan s'effondre et explose en une mare de sang oxydé. Suigun révèle qu'il a utilisé de la chimie pour empoisonner le gardien, transformant l'oxygène dans son corps en ozone, empêchant sa régénération pendant longtemps. Puis, Suigun collecte le noyau d'Aslan et demande comment l'utiliser. Aslan lui dit qu'il doit l'emmener au stade 0 et que là tout deviendra clair, tout autour. Les joueurs regardent tous Suigun avec admiration pour avoir vaincu Aslan à lui tout seul, et commencent à commenter qu'il doit lui aussi être l'un des milliardaires.
Alors que les rumeurs se répandent, un groupe d'hommes masqués surgit soudainement, et se présente sous le nom des Silverbacks. Ce groupe est composé de millionnaires qui répondent à un leader disposant de plus de 100 millions d'actifs. Ils exigent que Suygun remette le noyau et qu'il parte, sinon il sera tabassé et déshabillé. Suygun rétorque qu'ils n'ont qu'à fermer leur salle bouche et revenir le mois prochain pour retenter leur chance. Le groupe se met en colère et active ses barres d'actifs, montrant qu'ils ont tous plus d'1 million en actifs. Avec le leader du groupe affichant plus de 5 millions de yens, ils commencent à exhiber leurs chiffres de manière ostentatoire, mais Suygun commente que ce n'est pas suffisant. Puis, il sort sa propre barre et surprend tout le monde en montrant qu'il est en effet un milliardaire. Après cela, il se dirige vers l'entrée de la scène 0. Aslan l'informe que lui seul peut passer par là, et donc Nishikaz et Rin restent derrière. Lorsque Suygun passe à travers le portail, il se retrouve devant un érable et ressent une forte nostalgie. Il reconnaît cet endroit comme celui où il allait avec son grand-père. Il demande alors à Aslan quelle est la méthode pour débloquer ses souvenirs. Aslan lui indique de manger le noyau en forme de fruit. En le faisant, Suygun commence à avoir des flashbacks de son enfance. Lorsque son grand-père a proposé Rhea un rituel de scellement et a drainé tous ses véritables pouvoirs, son grand-père a expliqué qu'elle ne se souviendrait de rien de son passé. Ce qui la libérerait également de la malédiction pour les protéger. Il a également scellé les souvenirs de Suygun, utilisant le fruit pour cela. Il a ensuite utilisé son propre sang pour créer un gardien, qui protégerait la clé de cet endroit. Ce gardien était Aslan. Lorsque les flashbacks se terminent, Aslan félicite Suygun d'être devenu le dernier gardien et déclare que sa mission est arrivée à son terme et qu'il peut maintenant reposer en paix. Avant de partir, il présente à Suygun un nouvel équipement et lui permet de partir. De l'autre côté, les membres des Silverbacks contactent leur leader, l'homme avec plus de 100 millions d'actifs, et rapportent l'apparition d'un milliardaire. Le leader leur ordonne de cacher sa connexion à Precious, puis tire sur Suygun en utilisant une capacité de canon avec une portée maximale. Tout le monde regarde l'attaque se diriger vers l'entrée et réalise que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, au-delà de toute mesure ordinaire. L'attaque avance vers Rin et Nishikaz, mais à ce moment-là, Suygun sort du portail et bloque l'attaque d'une main. Il explique que son nouvel équipement a rendu ses points de vie équivalents à la somme de tous les joueurs de ce niveau et commente que l'attaque était vraiment forte, car elle a réussi à lui enlever un cinquième de sa vie totale. Après cela, Suygun demande à Nishikaz de parler à Rhea. Il transmet un message lui demandant de l'attendre et promet que, dans quelques jours, tout reviendra à la normale. Pendant ce temps, Silicon est à côté de Rhea et commente que dans 5 jours, la zéro stage sera activée. Si tout se passe bien, il la transférera à Suygun. Comme promis, Nishikaz l'informe alors qu'il emmènera Suygun à Temujin. Et il commence à marcher vers son portail. Mais le leader des Silverbacks, connu sous le nom de Monkey, apparaît soudainement, et commence à attaquer les joueurs sur place. Il appelle le 6e milliardaire, menaçant de tuer tous les joueurs ordinaires en son nom, et invoque un grand singe doré pour écraser tout le monde au sol. Se sentant coupable, Suygun décide de descendre pour l'affronter. Mais Monkey le piège dans une position et prépare un tir extrêmement puissant. Avant que l'attaque puisse être libérée, l'homme masqué des totems apparaît et change la trajectoire de l'attaque en frappant le bras de Monkey, sauvant Suygun. Il s'approche ensuite et le soigne en utilisant le titre de docteur. Nishikaz explique que son nom est Purple et que c'est l'un des membres les plus forts des totems. Monkey est excité par la présence de puissants adversaires et commence un combat contre tous ceux. Il révèle qu'il fait partie des meilleurs joueurs qui sont sur le point de devenir des milliardaires et montre que ses actifs totalisent presque 1 milliard de yens. Il commence à tirer avec une mitrailleuse, mais 2 autres membres des totems apparaissent et créent une barrière en glace et en bois pour contenir les attaques. À l'intérieur de la protection, Suygun demande si Monkey ne pourrait pas devenir un milliardaire juste en battant un petit monstre pour obtenir une pièce de plus. Ils expliquent que dans Gravebuster, les actifs sont limités à une valeur juste en dessous d'1 milliard. Pour briser cette limite, il faut obtenir un titre appelé Lone Star, quelque chose d'extrêmement rare et avec des conditions inconnues. Ces titres apparaissent au hasard. Dans le cas de Purple, il a reçu le titre de docteur après avoir fabriqué plus de 10 000 potions de guérison. Le sorcier du bois, en revanche, a gagné son titre en maîtrisant tous les éléments magiques du jeu. Ils expliquent qu'en devenant milliardaire, le joueur peut créer une règle unique pour son personnage. Un exemple de cela est le collectionneur, qui peut avoir plus de 10 objets Buster. Suygun se souvient qu'il a reçu son titre en devenant le dernier gardien du tombeau, grâce à la mère laissée par son grand-père.
Mais il ne sait toujours pas quelle est sa capacité spéciale. Il commente qu'il y a actuellement 10 joueurs proches de devenir milliardaires et que Monkey est l'un des principaux parmi eux, ayant atteint ce statut au cours de la première année de la clause de Bia. Depuis lors, il essaie d'obtenir le titre de Lone Star, éliminant des millions de joueurs dans sa quête. En résumé, c'est un singe obsédé par les batailles. Suigen dit que, même en sachant cela, il ne peut pas rester les bras croisés et laisser Monkey faire comme bon lui semble, car il doit sauver Rhea. Selon le contrat établi avec les totems et son grand-père, il doit agir comme le dernier gardien de la tombe et protège l'étape 0 de toute tentative de conquête. Puisque tous les autres joueurs, y compris Precious, essaieront de le vaincre. Il active son pouvoir et, cette fois, reçoit la gemme violette, qui lui confère une super vitesse à travers sa propre ombre et une sorte de pouvoir oculaire, avec un super ordinateur intégré dans son cerveau. Avec ces avantages, il sauve tout le monde à l'intérieur de la barrière et se prépare à affronter Monkey. Mais Nishikaz interrompt et dit à Monkey que, s'il cherche quelqu'un de vraiment fort pour se battre, elle peut lui présenter son patron, Temujin, qui est aussi l'un des 6 milliardaires. Monkey est enthousiaste à propos de la proposition et dit à Suigen qu'il ne veut pas l'offenser. Mais que vaincre Temujin, puisqu'il contrôle aussi les totems, serait encore plus gratifiant. Sur ce, tout le monde décide d'aller ensemble vers la base des totems pour trouver Temujin. Et ainsi se termine la première et la deuxième saison de cette histoire.